Merci d'être là. Merci Mathieu pour cette présentation d'une conférence qui va nous retenir une petite heure, moins 45 minutes. Et je vais avoir l'occasion, le plaisir, le bonheur de vous présenter une pièce unique, remarquable, qui passe pour être la plus précieuse. Je vous parlerai un peu d'argent à la fin d'exposé, mais la plus précieuse, ça veut aussi dire la plus chère, sauf que elle n'est pas à vendre. Parce que cette pièce se trouve aujourd'hui au cabinet des médailles de Bruxelles, à la Bibliothèque royale de Belgique. Et voilà bien une catégorie d'objets pour lequel la Belgique, cette petite terre d'héroïsme, peut s'enorgueillir de posséder l'objet qui est l'ultime objet du désir des collectionneurs et du monde spécialisé, parce que c'est cet objet qui jouit de la plus importante réputation en la matière. Je vais vous parler du tétradrachme d'Aetna. Aetna, c'est l'Etna, nous sommes en Sicile. Un tétradrachme, c'est une pièce d'argent qui vaut 4 drachmes. En gros, on pense généralement qu'une journée un salaire d'une journée de quelqu'un de pas trop qualifié correspond à 1 drachme par jour, donc c'est l'équivalent d'une petite semaine ou d'une semaine de travail si vous voulez. C'est de l'argent, ça ne pèse que 17 grammes et quelques, vous le voyez, c'est tout petit, 26 mm, et vous voyez immédiatement la finesse de la gravure. Cette pièce apparaît dans la littérature en 1883, lorsque quelqu'un dont je vais vous reparler plus amplement dans un instant, Lucien de Hirsch, jeune homme extrêmement bien né, mais qui ne va pas pouvoir jouir d'une vie très longue, l'acquiert, et il l'acquiert juste en 1882, et en 1883, il publie dans la Numismatic Chronicle, qui auprès des numismates passe pour la meilleure revue qui soit, il publie un article où il la fait connaître. Et ce qui va se passer, c'est que dès l'année plus tard, les deux ténors, les deux numismates les plus patentés, les plus reconnus, les plus spécialistes, les plus autorisés du monde, de la petite planète de la République des médailles, à savoir Ernest Bablon, le conservateur en chef du cabinet des médailles de Paris, et Barclay Vincent Hett, qui lui est pour sa part le conservateur en chef du cabinet des médailles du British Museum, et tous les deux, 1 an après la publication par Lucien de Hirsch de cette pièce, disent à quel point ils sont en admiration devant ce témoignage. Alors cette convergence d'opinion va créer le mouvement et entraîner pour cette pièce une suite de commentaires les plus flatteurs que j'égrène ici, vous en avez quelques-uns. Je reviendrai sur la chose amusante que « Do you have an Aetna tetradrachm in your pocket ?» et qui est vraiment, qui illustre, qui est emblématique de ce rêve inaccessible pour collectionneurs de monnaies anciennes et de monnaies grecques en particulier. Le rêve, c'est d'avoir un tétradrachme d'Aetna, mais il est unique. Et puis d'autres, « The man of genius is best called Vietnam master, one of the masterpieces of Sicilian coinage, one of the assured masterpieces of Greek art of his time, etc. etc. » Nous sommes en Sicile, disais-je, et la Sicile n'avait pas attendu la découverte, oui, et la publication de ce tétradrachme d'Aetna pour être déjà la patrie chérie des collectionneurs de monnaie grecque, puisque, je ne l'ai pas mis à l'image, mais rappelons quand même que depuis le XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, depuis l'admiration professée à plusieurs reprises par Joachim Winckelmann, le père de l'histoire de l'art, pour la beauté des monnaies siciliennes, eh bien, il y a eu un élan qui a culminé, on dira, vers à la fin du 19e et au début dans l'entre-deux-guerres, pour les monnayages siciliens. Si, il faut dire, ce qui n'est pas le cas du tétradrachme d'Aetna, mais la Sicile à la charnière du 5e et du 4e siècle, entre 405, 385, quelque chose comme ça, est le seul moment où nous avons des signatures que l'on pense être, qui sont des signatures d'artistes sur les monnaies. Ce qui renforce évidemment le prestige que ces monnaies dont elles disposent. Une petite diapo d'ambiance pour rappeler que l'Etna est en constante activité, encore aujourd'hui, pour le moment ça marche assez fort. Et dans l'Antiquité, il attire à lui aussi une série de légendes qui ont à voir avec la mythologie, et pas seulement la mythologie. Ici vous avez le rappel qu'Empédocle d'Agrigente est censé s'être jeté dans l'Etna, et dont il ne serait ressorti qu'une chaussure toute dorée. Il y a des publicités Nike qui utilisent la légende d'Empédocle avec la chaussure dorée.
je voulais faire une opposition entre deux manières de romantisme, le romantisme allemand et le romantisme américain, en l'occurrence, plus qu'en anglais, parce que Thomas Cole est américain, deux vues de l'Etna, c'est la vue classique, toujours reprise, il y a des centaines de peintures, c'est une peinture de genre de ce type-là. C'est l'Etna vue du théâtre de Taormine, extrêmement picturesque, romantique, avec les ruines. Et la différence, c'est dans la version de Thomas Cole, vous avez la lumière qui vient frapper les ruines du théâtre de Taormine, alors que dans la version de Karl Rothmann, typiquement allemande, tout l'avant-plan est dans le noir, ne faisant que mieux ressortir l'Etna, mais on s'écarte un petit peu de notre sujet. Là, on y revient totalement. Pour vous expliquer quels sont les antécédents de cette monnaie avant qu'elle n'arrive dans les mains de Lucien de Hirsch, dont je vais vous parler dans un instant. Bien avant qu'elle n'arrive dans les mains de Lucien de Hirsch, elle apparaît pour la première fois, elle est signalée par Antonino Salinas, un spécialiste des monnaies siciliennes, un Sicilien lui-même, et qui signale sa présence dans la collection de Verga Catalano à Catane. Il est un petit peu étrange en fait de voir que les Catalano, les Verga Catalano avaient des propriétés, mais puis situées à Vizzini, qui est en fait au sud de Catane, c'est-à-dire plus loin de l'Etna, et on ne sait rien. Dans cette collection Verga Catalano apparaissent deux monnaies uniques, qui sont aujourd'hui propriété de l'État belge, parce qu'elles étaient propriété de Lucien de Hirsch, un tétradrachme uni de Zancles, c'est-à-dire Messine plus tard, et un tétradrachme unique d'Aetna. Et cette monnaie unique, le tétradrachme d'Aetna, est acheté par Alessandro Castellani. Alors Alessandro Castellani, beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Il est aujourd'hui, il a trôné de son vivant. Il a eu un peu un purgatoire, mais là aujourd'hui, c'est tout à fait fini. C'est à la fois un antiquaire, mais c'est surtout, avec son frère, les frères Castellani sont des orfèvres de toute première force et qui vont faire un revival pour l'orfèvrerie antique, et en particulier étrusque. Malheureusement, une partie de la collection vient d'être de la collection d'orfèvrerie des frères Castellani, se trouvait à l'étage de la Villa Giulia et a été dérobée il n'y a pas longtemps. Et c'est aux frères Castellani que Lucien de Hirsch rachète ce tétradrachme d'Aetna. Vous avez trois photos ici, trois représentations de Lucien de Hirsch. C'est un jeune homme qui, comme vous le voyez, naît en 1857, meurt en 1887. Il meurt d'une pneumonie rattrapée dans un voyage en Sicile, d'ailleurs on le sait depuis peu. Il est le fils unique d'un couple qui passe pour un des plus riches au monde à ce moment-là. Sa mère est Clara Bischofheim, et quand Maurice de Hirsch a épousé Clara Bischofheim en Belgique, ici, la réputation était que Clara Bischofheim était le meilleur parti qui puisse se trouver, c'était en Belgique. Et son père est qualifié de philanthrope le plus important de toute l'histoire de l'humanité, ce qui n'est quand même pas rien. Il avait la réputation de systématiquement donner 10 fois plus que les Rothschild. Quand les Rothschild donnaient 1000, il donnait 10 000. Sa fortune vient de différentes choses, la banque, le blé d'une certaine manière, mais surtout l'Orient Express. C'est l'homme de l'Orient Express. C'est un homme tout à fait fastueux qui a construit un empire, et quand son fils meurt en 1887 d'une pneumonie, c'est leur fils chéri, il est effondré. Il avait déjà le projet en tête. Le projet de quoi ? Le projet de donner un avenir meilleur à des millions de juifs d'Europe centrale vivant dans des conditions absolument déplorables, et d'organiser leur transfert vers des terres meilleures, et où ça ? Aux Amériques. Surtout en Amérique du Sud, à vrai dire, mais pas simplement l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Il y a partout, vous trouvez des traces de Maurice de Hirsch et de son action. 3 livres récents saluent cette action-là, et dont notamment Dominique Fricher, un livre dont je vous recommande la lecture, Le Moïse des Amériques, vie et œuvre du munificent baron de Hirsch. J'ai dit l'Orient Express, c'est vraiment lui qui l'a créé. Il passait l'essentiel de son temps il a passé durant de nombreuses années l'essentiel de son temps à Istanbul, mais il avait aussi des châteaux et des territoires de grandes propriétés dans ce qui est aujourd'hui la Hongrie. Istanbul, c'est pas tout à fait anodin pour notre propos, parce que c'est à Istanbul qu'il va être en contact avec tout le monde, mais il va notamment être en contact avec l'ambassadeur pour la Bavière auprès de la Sublime Porte, qui est Anton Prokeš von Osten,
qui avait constitué une collection fabuleuse de monnaies grecques qui forme aujourd'hui un quart environ de la collection du cabinet des médailles de Berlin, qui a peut-être par la quantité la plus grande collection au monde aujourd'hui de monnaies grecques. Et c'est Anton Prokej von Osten qui va remettre une monnaie d'Alexandre le Grand dans les mains de Lucien de Hirsch, alors que Lucien de Hirsch est tout jeune, il a 13 ans, et qui va lui inoculer cette petite bouture. C'est une petite bouture qui s'est développée d'autant plus facilement que Lucien de Hirsch avait tout de suite marqué sa volonté, sa décision très nette de ne jamais reprendre les rênes de l'empire de son père. Et il a fait, comme d'autres si vous voulez, une fuite en avant dans l'histoire, les antiquités, vers un monde très très différent, mais le plus loin possible de son père. Le palais de l'Élysée est aujourd'hui pour partie constitué des bâtiments qui constituaient l'hôtel Hirsch à Paris à l'époque, le 2 et le 4 de la rue de l'Élysée, avec le grand escalier d'entrée, mais il avait aussi le château de Beauregard à la Celle-Saint-Cloud et d'autres châteaux également. Je passe sur le fait que les réceptions fastueuses qui ont été données en bas de cet escalier, avec Lucien de Hirsch accueillant ses invités en haut, ont suscité des commentaires antisémites de la part de Drummond, dont les traces peuvent encore se lire. Maurice de Hirsch, vous voyez avec ça, on le voyait mieux ici, je pense, avec ça, une petite moustache à la Jean Rochefort, si vous voulez, très, très d'époque. Une illustration qui vous rappelle ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il est passé à la postérité comme étant un des plus grands philanthropes de l'histoire de l'humanité. Maurice de Hirsch, donc Lucien de Hirsch meurt en 1887, il n'a pas 30 ans, il est foudroyé par une pneumonie, son père, sa mère sont noyés dans le chagrin. Son père meurt en 1896, sa mère en 1899, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que sont prises des dispositions pour régler l'héritage, et notamment la collection de monnaies formée par son fils. Et à vrai dire, je vous ai dit qu'elle est aujourd'hui la fierté de l'État belge, mais il s'en est fallu d'un cheveu qu'elle soit dans les mains de la France. Puisque, à l'époque, Théodore Reinach s'était signalé pour dire que ça pouvait, ou alors, le meilleur parti qu'on pouvait en faire, c'était soit de les mettre dans les mains des étudiants de la Sorbonne, parce que c'est quand même un beau matériau à manipuler pour avoir un contact direct avec la culture grecque, ou alors de le donner au cabinet des médailles de Paris. Et Paris veut l'histoire, la tradition plus orale qu'écrite, à vrai dire, l'histoire veut que Paris venait de recevoir la collection du duc de Luynes avec les mêmes contraintes, c'est-à-dire on donne la collection, mais alors il faut une pièce qui soit au nom du donateur et qui concentre sa bibliothèque, ses objets d'art autres que monnaie et le coffre comme cela. Et bien, la Bibliothèque nationale de Paris, il venait de recevoir donc la collection du duc de Luynes. Les autres salles, c'est la salle Barthélemy, Louis XV, c'est des gens peu dégommables. Et ils n'avaient plus de salle. Ils se sont dit, on va laisser passer cette occasion-là, une autre se présentera peut-être. Elle ne s'est jamais présentée. Et nous avons aujourd'hui cette collection Lucien de Hirsch qui est très fabuleuse. Elle se trouve à la Bibliothèque royale, et vous voyez au cabinet des médailles, pour ceux qui connaissent, et je crois la plupart d'entre vous, c'est l'aile gauche marquée par la flèche noire que vous voyez là. La collection Lucien de Hirsch a été publiée, mais beaucoup plus tardivement, par un des grands maîtres de la numismatique antique, international et belge, qui était le professeur Paul Naster, que vous voyez ici à l'écran. Si on rentre à l'intérieur de la salle de Hirsch, puisqu'il y a une salle qui a été faite à son nom, cette salle est une salle qui a accueilli longtemps des réunions de société, où on a disposé à la fois, vous voyez ces objets, et vous voyez des terres cuites, ce qu'on appelle des tanagras ou des myrinas, enfin de la choroplastique grecque dans les vitrines. Je terminerai mon exposé par des représentations de ceci. Et vous voyez que la collection se compose de choses extraordinaires, par exemple pour ces fameux décadrachmes de Syracuse au nom de Kimmo d'Etevainet, on en a 15. Non seulement on en a 15, c'est pas mal, il y a peu de cabinets qui en ont autant, rien que dans cette collection-là, parce qu'on a aussi la collection du Châtel et alors on double la mise, mais on a aussi, en termes de qualité, parmi les plus beaux exemplaires qui existent. Cette monnaie n'a jamais quitté ce coffre. Ce coffre à la Bibliothèque royale, c'était d'ailleurs stipulé par héritage. Sauf que, et ici nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale,
Armand Bonnetin, qui est un graveur français, mais installé en Belgique depuis longtemps, qui est le graveur des médailles de la famille royale notamment, s'embêtant un peu, s'est présenté au cabinet des médailles dans les années 41-42 en disant voilà, moi j'aimerais bien ne pas perdre la main, est-ce que vous aurez quelque chose de beau que je pourrais copier? Et on lui a mis rien moins que le tétradrachme, la plus belle chose que nous avons, c'est-à-dire le tétradrachme de la collection Lucien de Hirsch. Et vous voyez en bas le tétradrachme authentique, avec évidemment un flanc, une surface qui n'est pas plate, vous voyez que le métal se relève ici, et puis la production d'Armand Bonnetin, qu'il avait fait exprès d'adopter, notamment pour ce qui concerne le côté absolument plat de la surface, ce standard-là pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais vous voyez qu'en termes de gravure, c'est pas mauvais du tout. L'anecdote, donc le tétradrachme ne sort pas de son coffre à la Bibliothèque royale, mais sa réputation grandit, et vous avez ici à l'image l'anecdote dont j'ai déjà parlé. Est-ce que vous avez un tétradrachme d'Aetna dans votre poche? In your pocket. C'est la question posée par un des plus grands collectionneurs de monnaie grecque américaine de l'époque, Arthur Dewing, à un des plus grands marchands, Léo Mildenberg, que certains dans cette salle ont bien connu, qui est un homme extrêmement sympathique. La réputation grandit et cette monnaie se trouve illustrée sur une quantité d'ouvrages. Je passe peut-être un peu rapidement là-dessus. Cette réputation a été établie récemment, c'est-à-dire en 2004, il y a 11 ans ou 12 ans maintenant, lorsque, pour la première fois dans l'histoire de la muséologie, dans l'histoire de la numismatique, on a fait une exposition sur une seule monnaie. Alors, il faut savoir que faire une exposition de monnaie, c'est déjà un défi important, parce que les monnaies, c'est pas spectaculaire, et l'effet rondelle est mortel. Les gens, ça ennuie tout le monde. Quand on organise une exposition de monnaie et qu'on entend derrière, qu'on surprend une conversation au-dessus d'une épaule entre deux personnes disant « c'est moins embêtant que prévu », c'est un triomphe. Alors faire une exposition sur une seule monnaie, le défi était encore plus grand. On l'a fait à Jérusalem, à l'Israel Museum de Jérusalem, et ça a été un triomphe, en tous les cas un triomphe médiatique. Et ici, vous avez ici une machine de torture qui avait été inventée parce que comme la monnaie a le revers et le droit qui ne sont pas totalement dans l'axe, il faut un peu se baisser, cette machine était conçue pour que la monnaie toutes les 15 secondes pivote lentement de 25 degrés pour faciliter la vue du spectateur. Et on a calculé qu'étant donné le nombre de jours d'exposition, étant donné le nombre de rotations, cette monnaie a bougé sur son axe autant de fois qu'il y avait de jours qui nous séparaient entre 2004 et le moment où elle était créée, vers 460. On en vient maintenant à ce qui est l'essentiel de cet exposé. Pourquoi cette monnaie? Alors, vous avez vu la réputation, vous avez vu d'où elle venait, son pédigré, l'admiration immédiate, mais pourquoi cette admiration? Cette admiration provient du fait que la monnaie, comme vous l'avez vu, est conservée dans un état parfait, elle est presque totalement bien centrée, et puis, et c'est surtout ça qui a fait sa différence par rapport aux autres, elle est, dès le départ, par Ed et Bablon, décrite comme étant la parfaite leçon d'histoire. Tout est signifiant et tout renvoie à des choses que l'historien de l'art connaît. On va voir ça. Si vous prenez le droit, au droit vous avez une tête de Silène. Le Silène est là, vous le voyez, hein. C'est pas un satyre, c'est le Silène. Silène, c'est en fait le compagnon. Il y a des satyres, mais il y a un Silène. Silène, c'est le servant du Cyclope. Le Cyclope habite sur les pentes de l'Etna. Il y a les titans, enfin il y a... Mais là, ce Euripide, dans une pièce d'Euripide, on voit très très bien que cette pièce commence par le Silène qui balaye devant la porte de la grotte du Cyclope. Et donc, il y a une référence à l'Etna qui est absolument au lieu géographique de production de cette monnaie, qui est absolument claire. Voilà Polyphème, oui, ici un Silène, Euripide pour sa pièce du Cyclope, très bien. Et puis vous voyez, sous la tranche du cou, il y a un gros scarabée, qui est en fait, pour ceux qui font un Atticus sacer, Aristophane, mais là aussi une petite image, non, Aristophane est là. Aristophane nous dit, dans une de ses comédies, dans une de ses pièces, que les plus gros scarabées de tout le monde grec connu
se trouvait sur les pentes de l'Etna. Et évidemment, les philologues et les historiens ont trouvé que ça tombait bien et qu'il y avait donc là une référence très claire à l'Etna. Mais pas seulement, puisque vous avez au revers, vous avez Zeus, qui est assis sur un trône. On va revenir sur la peau de léopard qui décore ce trône. Les choses à observer, c'est Zeus, le foudre. Le foudre, c'est l'attribut de Zeus. Et Zeus, on sait que, suivant une tradition, il vivait, c'était le maître de l'Etna. Puis vous avez un arbre, puis vous avez un volatile qui doit être l'aigle de Zeus. Et vous avez même ici, Zeus fait reposer son bras gauche sur ce qui est un cep de vigne, en fait, parce qu'on le voit avec le côté désaxé de la manière dont la branche de vigne se présente. Et tout ça nous renvoie à l'Etna. Je dois vous dire que quand on a préparé cette exposition à Jérusalem, on a demandé à un spécialiste des rapaces de nous dire quelle était l'espèce exacte que l'on avait représentée sur la monnaie. Et il est revenu avec cette chose absolument scandaleuse pour nous, en disant il n'y a non seulement pas les griffes de la cerf, et il n'y a pas non plus le bec crochu, c'est donc un canard. Ce qui n'est pas possible, et on a quand même maintenu dans le catalogue que l'artiste n'a pas représenté les cerfs, mais ce n'est pas un canard, Zeus ne se baladait pas avec un canard, c'est un aigle. Le plus important, c'est ceci, en fait. Vous avez cet arbre très particulier, et puis l'Abies nebrodensis, parce que c'est son nom. Et cet Abies nebrodensis est connu aujourd'hui par 200 exemplaires, c'est-à-dire c'est une espèce en voie de disparition totale, et les 200 sont sur les pentes de l'Etna. Il se trouve qu'en septembre, mon épouse et moi-même, nous avons eu l'occasion de monter à l'Etna et de voir exactement cet arbre qui est très caractéristique avec ses feuillages très très étagés de cette façon-là. Et donc là aussi, une référence évidente à l'Etna. Qui dit volcan, dit bon vin. Eh oui. Et le dieu de la vigne, Bacchus, Dionysos, c'est le cycle dionysiaque avec le Thias, les Ménades, Bacchus. Et vous avez à la fois les références sur la monnaie sont, là on les voit, d'une part ce côté tacheté de la peau de félin et qui nous indique que ce n'est pas une peau de lion, c'est sans doute une peau de léopard, et donc, plus que de tigre, qui est l'animal de Dionysos. Et puis vous avez, on l'avait dit ici, le cep de vigne. Et vous avez donc une référence aussi à une propriété particulière du lieu, l'Etna, comme étant un lieu aujourd'hui comme hier, où l'on fabrique du bon vin. Et vous avez ici à l'écran, il n'est pas le seul, mais il y a plusieurs vins qui se produisent aujourd'hui sur les pentes de l'Etna et qui ont repris le motif du tétradrachme d'Etna sur leur étiquette. L'histoire, on en vient. Donc, retenons de ceci que tant le droit que le revers est une parfaite leçon d'histoire. C'est vraiment le type emblématique d'une monnaie dont tous les éléments se laissent interpréter sans trop forcer le commentaire et se mettent très harmonieusement en rapport avec la région dont la monnaie est issue. L'histoire est troublée, je ne vais peut-être pas être trop long à ce sujet. Nous sommes en Sicile, la monnaie est frappée vers, pense-t-on, 400, alors on peut discuter, 465, 460, on peut même remonter un peu. C'est le moment où les tyrans de Syracuse, mais en fait c'est Gélon c'est le tyran de Géla. Ici vous avez l'Etna, vous avez Catane qui est ici, et vous avez Syracuse qui est là, et Géla se trouve, elle est hors carte, mais Géla se trouve de ce côté-ci. Gélon s'empare de Syracuse, et développe une politique assez agressive et qui va lui permettre d'agrandir très rapidement son territoire. Il meurt, il est remplacé par son frère Hieron Ier, qui va régner sur Syracuse de façon qui était un tyran soupçonneux, peu aimé, semble-t-il, de la population, de sorte qu'il a en fait des grandes transplantations de population. Tous les gens de Syracuse, il les a envoyés ailleurs. Il a amené des gens qui lui étaient plus fidèles à Syracuse. Et puis il est allé surtout installer, et c'est là qu'il a fait de nouveau des transferts de population, il est allé s'installer à Catane, et il a, durant une très courte période de temps, il a, entre 476 et sa mort en 466, il a réintitulé cette ville, il a rebaptisé, il a fait une métonomasie en termes un peu pédants,
de la ville de Catane, il a réintitulé Aitna. Or, sur la monnaie, c'est ce que nous avons, c'est Aitnaion, ça veut dire, quand on a, c'est toujours au génitif pour ceux qui ont fait du grec, ça veut dire, et on sous-entend le mot nomisma, c'est monnaie des habitants d'Aitna. Syracosion, nomisma, Syracosion, monnaie des habitants de Syracuse, etc. etc. Il meurt lui-même, et au moment où il meurt, les populations expulsées de Catane vont revenir à Catane, vont prendre leur revanche, si vous voulez, réexpulser les populations qui avaient été de façon très intermittente placées là-bas, redénommer la ville Catane, et sans rentrer dans plus de détails, c'est vraiment dans cette... l'histoire est bien là pour bien montrer qu'une monnaie au nom d'Aitnaion, vous ne pouvez pas la placer avant 476, vous pouvez la placer un peu après 466 parce qu'on pense que les fidèles, les partisans de Hiéron à Catane, se faisant expulser à la mort de Hiéron, ont été se réfugier dans la montagne et sans doute à Inessa, ici, qu'ils ont sans doute appelé Aitna pendant un moment. On en sait vraiment très peu de choses. Ce Hiéron à Catane mène grande vie, c'est un tyran qui va attirer les plus grands auteurs, les plus grands tragédiens, les plus grands philosophes à sa cour, notamment Pindare, qui va composer une série d'odes à sa gloire. Échille va aussi traverser la Méditerranée pour se rendre à l'appel de Hiéron. On a à Olympie, on a retrouvé, ça c'est assez extraordinaire, un casque avec une très longue une inscription sur le casque qui montre que ce casque a été dédié par Hiéron de Syracuse sur le casque à Zeus, ce qui est intéressant avec Aitna et Zeus et la monnaie comme ceci. Et c'est aussi le fameux Aurige de Delphes. L'Aurige de Delphes est daté de la victoire de 474. Hiéron gagne à Delphes en 470 et on est dans la même mouvance. Ces monnaies, la monnaie unique que je vous ai montrée, qui est très particulière, elle n'est pas la seule à porter au revers le mot Aitnaion, c'est-à-dire frapper Aitna. On a un tétradrachme tout à fait unique, comme ceci. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, alors s'il y a d'autres monnaies qui sont uniques pour la même cité, pourquoi celui dont je vous parle est-il si prisé, passe-t-il pour la pièce la plus extraordinaire qui soit? Mais parce que ces types dont je viens de vous parler sont absolument uniques dans le répertoire des monnaillages grecs. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce type-ci, avec un quadrige, plutôt un bige d'ailleurs ici, conduit par Athéna avec une victoire, vous savez, qui couronne l'attelage vainqueur. Et là, non seulement c'est le même type qu'à Syracuse, et d'ailleurs qu'à Catane, mais la proximité stylistique, si vous voulez, tellement forte que pour Eric Boehringer, qui a publié le monnayage de Syracuse, Christophe Boehringer, qui a commenté plutôt ce monnayage, c'est potentiellement, possiblement, sans doute, le même graveur qui aurait été responsable des deux. Et cette monnaie-là est datée plutôt de 480. Et puis on possède encore une autre monnaie unique, qui est un didrachme avec un cavalier, un peu comme sur les types de Tarente, si vous voulez, et toujours le Zeus au revers, tenant un sceptre et surmonté d'un aigle. Et puis, alors ces monnaies sont tout à fait uniques. Il y a un autre tétradrachme. Comme on pense que ce type-ci le tétradrachme est unique, mais le type ne l'est pas du tout, il se laisse assez coincer, on pense qu'il est largement antérieur à celui qui nous occupe. Et donc, l'histoire-fiction, vous savez, c'est toujours tentant. Faire de la bonne histoire, c'est, je ne répéterai jamais assez, c'est contextualiser un, problématiser deux, et ne pas surinterpréter. Et moins vous avez une éducation, vous êtes une bonne éducation aux sciences historiques, plus vous êtes tenté de surinterpréter, de voir un truc, mais c'est merveilleux, tout ça colle. Dans les surinterprétations possibles, on avait imaginé que la pièce que nous avions, que Bruxelles conserve, est la pièce unique. Elle est unique aujourd'hui, mais elle aurait sans doute été unique, elle est sans doute unique, elle n'a jamais été frappée à deux exemplaires, que Hiéron II, dans le théâtre de Syracuse, de Catane, redénommé Aitna, aurait remise personnellement dans les mains de Pindare. Mais ça, c'est de la mauvaise histoire. On possède, et je parlais de quelqu'un ici dans l'assistance qui en a eu entre les mains, on possède quelques petites monnaies des litrailles d'argent
27 spécimens connus par Böhringer, il doit peut-être y en avoir un peu plus aujourd'hui, mais vous voyez que ça reste très rare. Et ces vitrailles représentent un foudre de Zeus au revers, mais une tête de Silène également au droit. Et vous aurez vu aussi que ce type-là, avec la tête de Silène et le foudre de Zeus, on le trouve sur des monnaies tout à fait similaires par les types, mais dont la légende est Catane, donc une monnaie qui a elle-même été très évidemment frappée à Catane. Et puis j'en viens au style, et on termine tout doucement. Je vous parlais quand même de la valeur de la monnaie pour terminer. Très vite, cette monnaie, notre tétradraque de Aetna, qui n'est pas signée, mais dont tout le monde ne sait plus à penser que c'était vraiment l'œuvre d'un maître absolu, unique et conservé si bien, et cette leçon d'histoire, a été rapprochée du tétradrachme de Naxos, c'est-à-dire ce type-ci que vous voyez à l'écran. Et là, vous avez la pièce qui vient une des pièces venant du cabinet de Bruxelles et qui est la mieux conservée parce qu'il y a les tétons qui apparaissent, alors que sur la centaine d'autres exemplaires que l'on connaît, c'est très rarement ou jamais, à ma connaissance, le cas aussi nettement. Cette monnaie a été rapprochée parce que vous voyez bien, il y a une grande tête barbue d'un côté, la manière de faire la barbe a l'air d'être similaire, mais on ne s'était pas beaucoup penché plus précisément sur les similitudes. Pour fixer les choses, Naxos, le mont Aetna est ici. Naxos, si vous avez été à Taormine, c'est en bas. I Giardini de Naxos, c'est vraiment en bas de Taormine. Vous pouvez aller à pied de Taormine et aller nager à Naxos. Et puis Catane ici, on a parlé d'Inessa qui se trouve ici. Et vous voyez les deux types mis les uns à côté des autres. Il y a, et ça j'avais consacré un article tout à fait particulier à cela, il y a deux procédés, deux caractéristiques de ces deux compositions qui sont groundbreaking, si vous voulez, qui cassent les codes, qui sont des innovations qu'on ne voit pas avant et qui engagent effectivement très fort à trouver que ces deux pièces sont l'œuvre du même artiste. Ces deux caractéristiques sont, d'une part, le fait que c'est très clair pour la monnaie de Naxos parce qu'on a tout le Grenti. Le Grenti, c'est le cercle perlé que vous avez tout autour. Et vous voyez que la barbe dépasse. On va le voir après. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun exemple avant où la barbe dépasse, le type dépasse le Grenti. Et c'est vraiment, en termes d'histoire de l'art, c'est la caractéristique d'un artiste qui est suffisamment libre de la technique suffisamment infranchie de cela pour pouvoir se permettre des audaces de ce type-là. Il est très clair, malheureusement, la monnaie, elle, n'est ici pas parfaitement centrée, mais si vous prolongez le type, le Grenti du Silène d'Aetna, la barbe dépasse, écoutez, la barbe, elle vient ici, elle se prolonge là, elle dépasse à l'évidence le Grenti aussi. Première caractéristique tout à fait particulière. Et la deuxième, c'est la tranche du cou. Si vous voyez, les deux tranches du cou n'ont pas exactement la même forme, mais elles ne sont pas, comme toutes les autres avant, à ma connaissance, elles ne sont pas soit totalement rectilignes, soit courbes, mais avec une seule courbe. Il n'y a jamais un effet de vague, quelque chose d'ondulant, comme vous pouvez le voir ici. Et ça va être repris par la suite. Mais ces deux caractéristiques, dépasser le cadre du Grenti, avoir une tranche du cou ondulante, sont tellement particulières qu'on a vraiment l'impression que c'est le même artiste qui a présidé à la composition. Maintenant, la question suivante, c'est savoir si c'est d'accord le même artiste, mais ça veut dire que c'est le même graveur aussi? C'est l'artiste qui est le graveur ou bien non? Et là, ah oui, vous voyez là on peut déplacer. Une diapo simplement pour vous montrer que quand on voit les choses de près, on peut voir que le trait de compas pour délimiter le Grenti a commencé ici, puisque vous voyez que là, il y a une interruption. Je ne crois pas que ce soit d'un intérêt majeur. Plus intéressant est de se référer à la technique dite morellienne pour les spécialistes de peinture italienne, renaissante, moderne. C'est-à-dire, Giovanni Morelli est le premier, on lui attribue ça souvent en termes d'histoire de l'art, à avoir tâché d'attribuer les mains en fonction de tours très particuliers. La manière de faire les mains, précisément, la manière de faire les feuilles, la manière de faire les oreilles, la manière de faire le nez, des choses comme ça. Eh bien, si vous regardez la manière de faire l'œil, si vous regardez la manière de faire la barbe, c'est pas sûr que ce soit la même chose. Je me suis livré à cet exercice. Alors parfois ça correspond, vous voyez, je l'ai fait sur toute une série de critères. Parfois ça correspond pas très très bien. Résultat des courses, il me semble, en l'état, que le plus
le plus prudent et ce que l'on peut dire de la chose, c'est qu'il est très très vraisemblable que ces deux créations soient le fruit d'un même artiste, mais il n'y a pas une présomption aussi forte s'agissant de savoir si c'est le même graveur. Ça peut être le même artiste qui devait, et on ne sait rien sur la manière dont il travaillait à partir de carton. Tout ça était en support périssable sans doute et a disparu. Une petite diapo pour vous montrer, j'avais fait aussi des projections, sur la production totale des monnayages en Sicile. La Sicile, comme ces monnaies sont superbes, ont toujours attiré l'attention des spécialistes, est la région du monde, la Sicile archaïque et classique, le 5e siècle sicilien, est la partie de la numismatique grecque qui est la mieux connue, c'est-à-dire celle pour laquelle on a la plus grande proportion de monnayages qui ont fait l'objet d'une étude de coins, calculant le nombre de matrices qui ont servi à graver pour le droit, pour les revers, comme cela. On peut faire des projections. Et vous voyez que il faut s'entendre, le paramètre le plus peut-être soumis à un débat est celui de savoir quel temps ça prenait de graver des matrices. Mais on a des choses, Becker nous dit qu'il décadrachme d'Agrigente, il a mis 18 heures à le faire, les faussaires, donc aujourd'hui, peuvent nous donner des idées et ça ressemble vraiment. Et vous voyez que même en faisant des projections prudentes, c'était forcément les mêmes artistes. Je ne vais pas me rentrer dans un débat trop long à ce sujet, mais on peut imaginer, le bon sens invite à penser que graver des coins était une activité très qualifiée, demandant un savoir très qualifié, et dès lors, ça fait moins sens d'imaginer que des gens très très qualifiés ne faisaient un petit tour et puis s'en allaient, ne faisaient que l'une ou l'autre production pour passer à d'autres choses, à de l'orfèvrerie, à des gemmes, à des choses différentes, ou rien du tout. Dans cet article-là, j'avais tâché de montrer que finalement, si vous imaginiez, on peut à la limite penser que tous les coins gravés par tous les ateliers monétaires en Sicile ne permettaient pas de donner du travail à plus de 3 graveurs en même temps. Donc on n'est pas obligé de penser qu'il y avait beaucoup de graveurs. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient 3 évidemment, mais on n'est pas obligé de penser. Je termine par un mot sur la valeur des monnaies. Vous aurez bien compris que aussi cet exposé est un hommage, comme beaucoup d'autres, aux collectionneurs, à Lucien de Hirsch en l'occurrence, à la générosité des Hirsch qui ont donné la collection à l'État. C'est le cas de la plupart des musées qui sont aujourd'hui le fruit des dons, des donations, des générosités souvent patriotiques, on peut dire ça, accumulées à travers les époques. Et si vous voulez avoir une idée des prix de ces monnaies, la numismatique, vous savez, fait un petit, par rapport à la peinture, par rapport à l'art contemporain, est une petite niche, on dira, mais une niche qui monte, une niche où les prix sont assez soutenus. Avec des sous-domaines. Je ne vous fais pas rentrer sur les prix que peuvent faire les monnaies américaines, sauf pour dire quand même qu'aujourd'hui, la monnaie vendue la plus chère est une monnaie, le 20 $ en high relief, double eagle, gold coin, frappé en 33, vous voyez, mais en quelques exemplaires, qui a été vendu pour 9,2 millions, ça veut dire plus de 10 millions avec les frais, chez Sotheby's en 2002. Pour les monnaies grecques, on a longtemps, la monnaie qui a détenu le record pendant longtemps a été le décadrachme d'Agrigente qui venait de la collection de la vente Bunker Hunt, des frères Hunt. Et plus récemment, c'est une monnaie de bronze qui a battu ce record avec un prix au marteau de 2 millions de francs suisses pour un sesterce d'Adrien. Ceci pour la curiosité, parce qu'on n'est pas sûr qu'il ait jamais été vendu, mais enfin, il a été estimé à... Alors ça, c'est une pièce unique, un disque Mogol pesant, vous voyez, 11 kg, 12 kg d'or, 20 cm de diamètre. L'or, la masse spécifique de l'or, c'est 19,6. Ça veut dire que pour une brique de lait, c'est 20 kg. Ça n'a pas été vendu. Pour les monnaies grecques, depuis pas longtemps, depuis l'année dernière, où elle a maintenant, non, un peu plus maintenant, le 5 janvier 2012 à New York, dans la fameuse vente Prospero, ce stataire de Panticapée sur la mer Noire, aujourd'hui, en d'ailleurs territoire russe, qui était ukrainien mais qui est repassé à la Russie. Vous voyez, la pièce qui a fait le plus haut prix, c'est cette monnaie pour 3,8 millions de dollars. Et quand cette monnaie a été vendue, quelques personnes dans la salle connaissent, Alan Walker m'a passé, qui est un grand spécialiste et expert des monnayages grecs, m'a passé un coup de téléphone en disant « Tu as vu ?
À Bruxelles, vous avez 2 exemplaires mieux conservés de cette pièce. Parce que, regardez, le bout du nez, là, il n'est pas parfait. Là, au-dessus, c'est pas terrible. Alors j'ai été voir, on n'en a pas 2, on en a 3. C'est ici. 3 qui sont mieux conservés. Et vachement mieux, en plus, si vous me permettez le terme vachement. Donc, le cabinet de médailles de Bruxelles passe pour avoir une collection qui, d'un point de vue quantitatif, en nombre de monnaies grecques, n'est pas le plus important. Mais s'il faut juger de la qualité, il n'est pas certain que nous soyons derrière Londres et Paris. Il n'est pas certain pour la qualité, parce qu'on a eu 2 collectionneurs qui étaient parmi les plus riches de leur temps, Albéric du Châtel, Lucien de Hirsch, qui ont chacun collectionné les raretés absolues dans le meilleur état. Ce qui fait que pour les monnaies très rares, on a en général 2 exemplaires. Les monnaies très rares, on a en général 2 exemplaires dans un très bon état. Je terminerai par, après vous avoir montré, tâcher de vous avoir donné une idée en majesté des collections de la Bibliothèque royale de Bruxelles et de Belgique, je terminerai par Lucien de Hirsch pour revenir sur les vicissitudes de la collection. Lucien de Hirsch a payé 8000 francs à l'époque, en 1882, pour cette monnaie qui en vaut, j'ai mis 5 millions. On ne met pas de prix. D'abord, cette monnaie n'est pas à vendre. Et parfois, on lui donne un prix quand il s'agit de la faire voyager et il faut bien trouver une valeur d'assurance. Mais Alan Walker me dit que c'est plutôt 10. Mais ça, nous garderons ça entre nous, n'est-ce pas? Puisque tout ça va rester totalement entre nous, il n'y a pas de problème. Dans le même temps, Lucien de Hirsch a acheté une série de ces terres cuites. Et c'était la pire époque pour acheter. C'était le grand engouement pour les Tanagra, puisque c'était l'époque où on n'avait pas, la peinture grecque étant disparue, la polychromie aussi. On retrouvait ce qu'était la vie quotidienne, la vie de tous les jours, avec des couleurs merveilleuses. Autant dire, les années 1870-1880 ont été un sommet dans le faux de ce type de statuette. Et il a acheté pour, j'ai mis 7500 francs, c'est pour cette statuette-là, mais il y a plusieurs groupes qui l'ont acheté à 12 000 francs, c'est-à-dire plus cher que le tétradrachme d'Aetna. Et aujourd'hui, ce sont des faux absolus. Aujourd'hui, 1000 € pour un faux, c'est sans doute déjà pas mal. Donc vous voyez la fortune critique de ce tétradrachme d'Aetna qui n'a pas arrêté de monter, mais dans le même temps, Lucien de Hirsch collectionnait des choses qui, elles, se sont révélées de très faibles placements financiers. Et c'est sur ceci que je vais vous remercier de votre attention. Merci.